Congo ne tombera jamais. Et c'est peut-être ça. Et c'est quoi une zone tampon pour lui? C'est simple. C'est la zone qui est en rouge ici, parce que dans un mois, dans 2 mois, il n'y aura pas plus. Peut-être qu'il va essayer de grignoter des points particuliers, puis à partir de là, créer une zone tampon qui est en fait une bande de terrain. En Corée, cette bande de terrain fait à peu près... Mais ça veut dire, là, il considère que c'est la Russie ici, puisqu'ils ont tous voté. Ça, c'est à lui. Donc ça, c'est à lui. Il va donc, stabiliser. La zone tampon, il veut la faire il va stabiliser ça là. Après, c'est les prétentions qu'il peut avoir. C'est la négociation qu'il va y avoir avec les Ukrainiens. Peut-être qu'il se dit que les Ukrainiens, ou l'Europe, ou les États-Unis vont dire à Zelensky, halte au feu. Parce que le vrai sujet, encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, la ligne rouge, c'est si l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça, c'est un truc, c'est impensable pour les Russes. Encore une fois, maintenant, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, pourquoi pas? Donc on peut imaginer, si vous voulez, une espèce de stabilisation en disant, on stabilise le front et on se donne quelques années pour discuter. Et ça peut peut-être rentrer dans le jeu de Zelensky également. Pourquoi pas, quoi. Guillaume, on va se rasseoir, si vous... Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. À l'époque où le président George Bush, quand il était au pouvoir, il avait demandé à l'Ukraine d'entrer à l'OTAN. Mais on peut vite comprendre que Nicolas Sarkozy, avec la chancelière allemande Angela Merkel, à l'époque, eux deux avaient refusé l'entrée brutale de l'Ukraine à l'OTAN. Pourquoi? Les deux puissances savaient que si l'Ukraine s'annexait l'entrée à l'OTAN, l'Europe va vivre cette injustice. Oh, bonjour, c'est votre humble frère Neville Toko depuis l'Afrique. Aujourd'hui, je vous dévoile des analyses des différentes personnes qui ont essayé un peu d'analyser sur ces grands conflits qui déroulent entre l'OTAN et la Russie. La Russie, c'est un simple pays. Je dis bien un simple pays. Mais dans l'OTAN, on est en train de vivre et de voir beaucoup de pays qui se rallient à l'OTAN. Parce que l'OTAN regroupe beaucoup de pays. Mais elle, la Russie, elle est celle. Parmi les deux, qui a peur de la guerre? C'est la Russie qui a peur de l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui a peur de la guerre, qui a peur de la Russie. Mais nous voyons aussi que lui, la Russie, l'ours blanche, elle est en train de patienter pour vivre, pour attendre la négociation. Mais de l'autre côté, il y a la politique de Macron qui est en train d'intoxiquer ou de diaboliser l'oreille de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour ne plus se plier et d'aller voir son papa, son grand frère Vladimir Poutine pour passer à une négociation et trouver la paix en Ukraine. C'est ça les grands problèmes. Suivons cette analyse et puis on va revenir pour analyser ensemble avec vous, mes téléspectateurs. Alors, je pense que la seule chose qui intéresse Vladimir Poutine, c'est effectivement de montrer à son peuple et à son peuple en premier qu'il reste le décideur, celui qui a rendu à ses yeux et aux yeux de sa population la grandeur et la puissance de la Russie, et que donc, même si cette guerre fait peur, parce que ce dont on se rend compte, c'est pour ça que je viens faire du terrain en Russie, c'est pour me rendre compte par moi-même de l'état d'esprit des Russes. Les Russes ont peur, cette guerre leur fait peur, cette guerre les inquiète, les angoisse, mais ils n'en font pas, comment dire, ils n'en reportent pas la responsabilité sur Vladimir Poutine. Parce que jusqu'à présent, même s'il y a cette guerre, justement, elle montre, selon eux, leur puissance, même s'ils ne l'ont pas encore gagnée. Donc, bien sûr que Vladimir Poutine, la seule chose qu'il a dans la tête, c'est que ça se termine à ses conditions. C'est-à-dire qu'il est impensable pour Vladimir Poutine, et je dirais même pour tous les Russes que j'ai rencontrés, et ça fait quand même très longtemps que je vais en Russie, et même ceux qui sont contre cette guerre, il est difficile pour eux, si vous voulez, d'imaginer une défaite de la Russie. Donc, l'obsession poutinienne, c'est la défaite. Et donc, il veut tout ce qu'on voudra bien en Occident, si on veut négocier avec lui.
Plutôt, il préférerait négocier d'ailleurs directement avec les Américains, bien sûr, que par-dessus le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais il ne faudra pas que ça s'apparente à une défaite. Ouais, c'est ça, il D'où faut pouvoir raconter. cette zone tampon. Ah, mais c'est intéressant, Anastasia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on a souvent dit aussi, ça dépend de l'histoire qu'on raconte, on peut aussi se mettre d'accord sur une terminologie, etc., et permettre à chacun de sauver la face, en gros. Le problème, c'est que la géographie des soi-disant mouvements séparatistes dans des pays comme l'Ukraine et la Géorgie coïncide avec la géographie des bases militaires russes. Et en Transnistrie, c'était l'armée numéro 14, en Abkhazie et en Ossétie du Sud, il y avait des bases militaires russes, en Crimée, il y avait la flotte russe. Et c'est tout. Mais Poutine ne reconnaîtra jamais qu'il essaye de déstabiliser ces pays, de faire la guerre, tout simplement pour garder ses bases, pour garder l'influence russe. Donc, il a inventé pas seulement lui, mais ses prédécesseurs avec la Transnistrie, des propos bidons. Genre, on interdit la langue moldave, parce que la langue moldave n'existe pas, c'est en fait le roman qui existe. Ou bien en Russie, même maintenant, Kiev reste la ville russophone. De fait, c'était déjà la zone tampon. Moi, je le sais bien que je devais filmer la frontière russo-ukrainienne en 2013. On m'a dit dans le service des gardes frontières, qui est quand même très sérieux, d'envoyer une demande en russe. Ouais. Et l'Ukraine, Poutine devait négocier le stationnement de la flotte russe après le fameux Maïdan. En fait, l'idée, c'est qu'on s'imagine bien qu'il pensait effectivement arriver jusqu'à Kiev, que les Ukrainiens l'accueilleraient avec des roses et qu'ils pourraient récupérer Odessa et donc et la mer d'Azov et la mer Noire, et que tout ça a été chamboulé. Je voudrais juste qu'on prenne en ligne Christophe Lemoine qui nous attend, depuis le Quai d'Orsay. Vous êtes porte-parole du Quai. Merci d'être avec nous. Je voudrais vous partager à l'instant la réaction de Washington sur l'élection de Vladimir Poutine. C'est le département d'État qui communique à l'instant et qui dénonce, je cite, un processus incroyablement antidémocratique. Tout à l'heure, on avait un certain nombre de ses opposants qui disaient il faut dénoncer cette illégitimité de Vladimir Poutine. Alors, la France n'a évidemment pas félicité Vladimir Poutine. Ça, c'est évident. Il faut aller plus loin. Bonsoir. Écoutez, oui, quant au résultat de l'opération qui a eu lieu hier en Russie, que le ministre a qualifié à juste titre d'opération électorale spéciale, à défaut d'être des vraies élections, puisque c'était une élection sans réels opposants, puisque Vladimir Poutine a éliminé tous les opposants qui étaient un peu sérieux. On l'a vu avec Alexei Navalny. Il y avait une répression de la société civile, une répression des médias aussi. Donc c'est un processus qui était très peu ouvert, très peu équitable et très peu pluriel. Donc évidemment, on ne peut pas féliciter Vladimir Poutine à l'issue d'un processus qui était connu. Je pense que le résultat d'hier soir ne présentait aucunement une surprise, mais c'était sa volonté et Vladimir Poutine a tout fait pour verrouiller ce processus. Donc oui, il n'y a pas eu de félicitations à Paris pour une élection qui était complètement fermée sans aucun observateur étranger. Christophe Lemoine, à l'instant, là, il fait un discours sur la place Rouge et il salue le retour à la patrie de ces territoires ukrainiens qu'il occupe. Donc on parle de la Crimée, puisque c'est le 10e anniversaire de l'annexion de la Crimée, de l'occupation de la Crimée, plus exactement. Le Donbass aussi, on l'a fait, on avance ensemble, dit-il. Est-ce que les discussions, ou en tout cas les réflexions, pour autant qu'il y en ait, des discussions sans doute pas encore, mais doivent se faire sur cette base-là, sur la base des territoires qui sont occupés pour le moment par la Russie? Mais Vladimir Poutine est depuis 10 ans dans une stratégie d'agressivité assez forte. Ça a commencé avec la Crimée en 2014 et ça s'est continué à partir de l'hiver 2022 avec les territoires de l'Est de l'Ukraine et le Donbass. Ce sont des territoires qui sont occupés illégalement par la Russie et d'ailleurs les opérations électorales qui ont été menées dans ces territoires ne sont pas légitimes. Donc effectivement, il y a cette stratégie d'agressivité doit faire l'objet d'une réaction, à savoir que les territoires, de toute façon, sont des territoires disputés, sont des territoires ukrainiens que Vladimir Poutine essaye de saisir par la force. Essaye de saisir par la force, et pour certains, il y est quasiment parvenu. Ça fait 10 ans que la Crimée est occupée par les Russes. À l'époque, on n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais
la réaction, encore une fois, la réaction se fait de manière graduelle, mais c'est un point qui est certain, c'est-à-dire que l'Ukraine est un pays souverain avec des frontières qui sont reconnues, et l'Ukraine a le droit à l'entièreté de sa souveraineté sur son territoire. Vous avez compris? Il y a plus ou moins 4 ou 5 personnes qui se sont défilées pour expliquer en large et à large. Mais ce que moi je peux tiquer, j'ai compris par rapport à cette analyse, j'ai vu que parmi leur analyse, ils ont analysé juste pour faire peur à la Russie, aussi longtemps que la Russie fait peur aux États-Unis. Aujourd'hui là, au moment où je vous parle, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut s'opposer, je dis bien s'opposer contre la Russie. Même pas la France, même pas l'Allemagne, même pas l'Angleterre, même pas la Belgique, même pas, je sais pas, la Finlande, même pas la Biélorussie, même pas la Pologne, même pas l'Ukraine lui-même, même pas les États-Unis aujourd'hui peuvent s'imposer devant la Russie. Je dirais que si aujourd'hui vous commettez, vous êtes ensemble, vous vous réunissez comme vous vous réunissez souvent à l'OTAN, c'est à partir de là que vous serez à la mesure de vaincre l'ours comme la Russie. Mais si vous ne réussissez, vous ne réunissez pas, personne ne peut s'opposer face à face contre la Russie. Moi, selon mes analyses, je peux essayer un peu de demander au président de l'OTAN de faire pour barrer la route à la guerre, pour éviter la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, ou bien Gog et Magog, comme on a déclaré à la Bible. Je demanderai au président de l'OTAN, le pays membre de l'OTAN, de se replier et de faire répliquer l'armée, que le président Zelensky se voit avec son frère Vladimir Poutine, qu'ils discutent pour la paix en Ukraine. Parce que nous savons tous, personne ne peut ignorer l'origine de la guerre. Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine, mais c'est l'OTAN qui est l'origine de la guerre. Mais pourquoi ne pas laisser l'Ukraine prendre ses décisions? Il y a presque 2 mois que les États-Unis avaient promis la somme pour soutenir l'Ukraine. Mais où est la somme? La somme est en train d'être toujours là-bas négociée au Sénat pour envoyer la somme. Mais où la part des États-Unis? Les États-Unis n'est plus là. Nous demanderons que la paix puisse régner au monde, la paix puisse régner en Ukraine. Je vous demande de partager la vidéo, d'aimer, de liker, puis aussi de commenter la vidéo pour que la vidéo puisse trouver vraiment l'importance. C'était votre frère Neville Toko. Bye, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Le Congo ne tombera jamais.